Excellent début de week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidande et tout de suite l'essentiel de l'actualité. Commençons donc avec cette importante réunion portant sur l'agriculture. Les dirigeants participant donc à cet forum l'AGRA ont appelé à un renforcement du leadership du gouvernement dans la transformation de l'agriculture et des systèmes alimentaires en Afrique, avertissant que les solutions durables ne peuvent pas dépendre de l'aide extérieure. Michel Iladoukounda pour plus de détails. Le forum a réuni des chercheurs, des experts techniques, des investisseurs, des décideurs politiques et d'autres acteurs clés des systèmes agricoles et agroalimentaires. Il intervient à un moment crucial où la population africaine, actuellement estimée à 1,2 milliard d'habitants, devrait doubler d'ici 2050. Cette croissance démographique exigera du continent d'augmenter sa production alimentaire d'au moins 3% par an. La présidente de Alliance for a Green Revolution in Africa, Alice Ruheza, a souligné que la réalisation de progrès significatifs dans le développement de l'agriculture et de l'élevage nécessite un leadership fort des gouvernements, notamment dans la conception et la mise en œuvre efficace des politiques favorisant la croissance du secteur. Les données indiquent que l'Afrique dépense plus de 60 milliards de dollars chaque année pour les importations alimentaires, malgré ses vastes terres arables. Parallèlement, plus de 20% de la population est confrontée à l'insécurité alimentaire, tandis que 32% des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Télésphore Ndabamenye, a indiqué que des progrès notables ont été réalisés dans la réduction des déficits alimentaires, notamment au Rwanda. Et le président du conseil d'administration de l'AGRA, Haile Mariam Desalegn, a quant à lui souligné l'importance de considérer les chaînes de valeur des systèmes agricoles et alimentaires comme essentielles à la transformation socio-économique globale de l'Afrique. La réunion a également marqué le 20e anniversaire des contributions de l'AGRA au renforcement de l'agriculture et des systèmes alimentaires à travers l'Afrique, notamment en améliorant les capacités des acteurs du secteur. Ces efforts ont stimulé les investissements et contribué à la création d'emplois, en particulier chez les jeunes. Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine qui revient sur des sujets intéressants ayant marqué la semaine ou l'actualité dans plusieurs domaines. Nous recevons dans ce studio Catherine Dufour, qui est donc docteur en médecine, psychiatre et psychothérapeute. Elle est la fondatrice et présidente de la Fondation SIO pour la médecine intégrative en Suisse, après des études de médecine à l'Université de Lausanne, achevées en 2002. Dr Catherine Dufour a travaillé en neurologie, en neuropsychologie et en neuroréhabilitation avant de se former à la psychiatrie. Parallèlement à la formation de psychiatrie, elle s'est spécialisée dans les thérapies des couples et des familles en obtenant notamment un diplôme de formation continue en thérapie des familles. Vous avez un CV impressionnant, Madame Catherine Dufour, mais aujourd'hui, je souhaiterais évoquer avec vous de la kétamine et de son usage thérapeutique. Vous avez sorti un livre que le public va certainement découvrir en même temps que moi. C'est ce livre qui évoque la kétamine, qui est connue comme un anesthésique. Comment en est-on venu donc à utiliser en psychothérapie ? Alors, il s'agit d'un médicament anesthésique qui a été synthétisé dans les années 60 et abondamment utilisé dans des contextes de guerre et dans le monde entier parce qu'il est bon marché, facile à utiliser et il permet d'opérer des personnes qui ont des graves blessures sans devoir se préoccuper de la fonction cardiaque ou respiratoire. Donc les patients continuent de respirer, leur cœur continue de battre et on peut les opérer. À partir des années 2000, on a découvert cet aspect antidépresseur qui a continué de susciter un intérêt croissant durant ces 25 dernières années. C'est quelque chose qui est de plus en plus connu et qui est maintenant bien connu aussi parmi les thérapeutes.
Et qu'est-ce que vous appelez psychothérapie qui est augmentée par la kétamine? Oui, alors il s'agit d'un terme, donc psychothérapie augmentée par la kétamine, c'est-à-dire que la substance, donc ce médicament, va permettre de donner un coup de pouce ou ça va accélérer la psychothérapie. C'est-à-dire que la personne peut plus facilement accéder à des souvenirs traumatiques, peut plus facilement accéder à des souvenirs qui sont enfouis et auxquels elle ne peut pas accéder en temps normal par une psychothérapie classique. C'est quelque chose qu'il s'agit d'utiliser avec prudence, avec des patients qui sont déjà suivis en psychothérapie. Et si vous permettez, comment se déroule concrètement cette séance avec un patient? Alors, le patient est déjà suivi en psychothérapie, donc on lui explique comment ça va se passer. On lui explique aussi que quand il prendra la kétamine, il va sentir une forme de dissociation avec son corps, c'est-à-dire que son corps est tout décontracté, relâché, et puis une partie de lui est ailleurs et il pourra aller rechercher des souvenirs. Donc le patient est concrètement allongé sur un canapé ou un lit, il prend de la kétamine en pastilles sublinguales, ce qui fait que très progressivement, il entre dans cet état et la séance dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Dans votre livre, que le public découvre, les témoignages des patients occupent une place centrale. Pourquoi est-il important de donner la parole aux patients? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a de nombreux articles, de nombreux ouvrages qui parlent de la théorie, mais dans le fond, on comprend ce que les patients vivent quand ils le racontent avec leurs propres mots. Donc il s'agit de 20 patients que j'ai suivis au cabinet et que je suis encore, et qui expliquent avec leurs mots les problématiques qu'ils ont et comment ils ont pu avancer avec ce type de séance. Beaucoup de patients parlent d'une sorte de revue de leur vie. Comment expliquez-vous ce phénomène? Oui, c'est assez stupéfiant. C'est-à-dire que les personnes égrènent leurs souvenirs, c'est-à-dire qu'ils font une sorte de régression en âge. Ils vont revisiter des souvenirs jusqu'à leur enfance et ils peuvent voir des moments même difficiles avec un certain détachement. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des moments très, très compliqués de leur vie, ça peut être dans des abus intrafamiliaux par exemple. Ils peuvent revoir ces épisodes avec une forme de détachement et ils peuvent les soigner en même temps qu'ils les voient, ce qui est assez particulier. Oui, à propos de la mémoire et du cerveau, vous évoquez le fait que la mémoire est reconstructive. Oui. En quoi cela change-t-il notre manière de penser la thérapie des traumatismes? Oui, alors c'est vrai qu'on pense que la mémoire est figée, c'est-à-dire que c'est comme si c'était des livres qui étaient rangés dans une bibliothèque et auxquels on accédait et qui restent intacts. Pas du tout. C'est quelque chose qui est extrêmement vivant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on revisite un souvenir, on le remodèle un peu d'une certaine façon. Donc c'est l'idée que même des personnes qui ont des traumatismes qui sont sévèrement enquistés, auxquels ils ne peuvent accéder, peuvent finalement avec ce type de travail retrouver ces souvenirs et finalement les remodeler d'une certaine façon. Alors ça ne veut pas dire qu'ils les transforment complètement, mais l'impact émotionnel change. Et la kétamine agit-elle surtout sur le cerveau ou sur le processus thérapeutique lui-même? Les deux, c'est extrêmement intéressant comme question parce que c'est une substance connue pour favoriser et booster la neuroplasticité, c'est-à-dire que c'est comme si le cerveau se réparait brique après brique. Il y a une croissance au niveau des synapses, au niveau des dendrites, il y a davantage de connexions entre les cellules nerveuses. Il y a cet aspect-là sur le plan micro-anatomique et puis le fait que quand les personnes retrouvent finalement des souvenirs enfouis, j'aime bien dire que c'est des souvenirs qui sont peut-être douloureux, qui sont enfermés dans des boîtes noires. Et au moment où ils y accèdent, ils peuvent faire la paix avec cet aspect-là de leur vie ou d'eux-mêmes. Et évoquons un peu les enjeux et l'avenir. Donc, la psychothérapie assistée par la psychédélique connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. Sommes-nous à l'aube d'un changement du pragmatisme en psychiatrie? Oui, alors on parle aussi d'une révolution psychédélique. Maintenant, alors il y a eu par le passé une période, mettons une période dorée, où la recherche était très active, et puis après une période d'ostracisation, on va dire, dans les années 70. Et puis à partir des années 2000, il y a un regain d'intérêt,
et puis une explosion en termes de publications dans les papiers scientifiques, dans les articles scientifiques. Il y a beaucoup d'espoir. Personnellement, en tant que psychiatre, psychothérapeute, quand j'ai découvert ces pratiques-là et la possibilité d'aider les patients, j'ai eu un regain, mettons, d'espoir aussi pour des patients qui tournent dans les mêmes problématiques depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer dans le monde, effectivement, en Suisse aussi. Et j'ai pu le voir aussi au Rwanda, notamment en visitant la clinique à kétamine de l'hôpital King Faisal, dirigée par la doctoresse Chantal, qui reçoit des patients déjà depuis 2 ans, et qui sont d'un professionnalisme et d'une modernité. J'ai trouvé ça extrêmement encourageant. Et quels sont les risques ou les malentendus les plus fréquents autour de ces traitements ? Alors, il faut effectivement bien prévenir le patient et sa famille des enjeux. C'est-à-dire, il peut y avoir des effets indésirables, il peut y avoir effectivement des risques, surtout si la personne n'est pas bien accompagnée. Il ne faut pas oublier que les personnes qui font ces séances sont très traumatisées. Donc, il faut aller très progressivement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient déjà en chemin avec déjà un suivi psychothérapeutique. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont se reconnecter tout doucement avec un trauma, qui est un thérapeute, il y en a d'excellents du reste. Il y a un médecin rwandais, le docteur Patana Mulizanse, qui s'est formé comme psychiatre psychothérapeute en Suisse, qui connaît bien les thérapies psychédéliques et qui connaît les enjeux justement de la psychothérapie. Vraiment de pouvoir suivre ses patients, même après la séance. Il ne s'agit pas d'une pilule magique qu'on donne et puis on demande au patient de rentrer chez lui et de se débrouiller tout seul. Peut-être la dernière question, avant de vous dire au revoir. Après avoir accompagné, c'est une question personnelle, après avoir accompagné ces patients, qu'est-ce que cette expérience a changé dans votre regard sur la souffrance humaine et la guérison ? Alors je dirais que moi-même, tout comme les psychiatres que j'ai l'occasion de former à ces approches, il y a un regain d'espoir. C'est-à-dire qu'on voit des patients qui sont en train de tourner dans les mêmes traumas, les mêmes problématiques depuis des décennies. Les premiers patients que j'ai traités, je les suivais depuis environ 10 ans et on avait l'impression qu'on ne pouvait plus rien faire. Et après, quand j'ai pu commencer à travailler avec la kétamine, de voir que c'était des patients qui pouvaient se reconnecter à leurs émotions et voir un espoir. C'est-à-dire quand même des gens très traumatisés, déprimés depuis 10 ans, 20 ans, ou alors qui ont des maladies graves comme le cancer, retrouvent l'espoir. Alors ils savent qu'ils ont une maladie grave, mais même s'ils n'ont que 6 mois ou 1 année à vivre, ils savent qu'ils ont encore du temps et qu'ils vont profiter de ce temps. Merci beaucoup à vous, docteur Catherine Dufour. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Vous travaillez en Suisse et que vous êtes en séjour au Rwanda et que nous avons parlé donc de la kétamine, de son usage thérapeutique. Merci pour votre visite à la télévision rwandaise. Merci. Vous restez avec nous pour découvrir un peu la suite de cette édition. Il y a donc des jeunes étudiants français qui se trouvent en ce moment au Rwanda, qui sont venus aider les jeunes Rwandais à construire des écoles maternelles pour des enfants. Nous allons découvrir ce sujet ensemble. Ce groupe est composé de 61 étudiants en génie civil et travaux publics de l'ISA-BTP, actuellement engagés dans la construction d'infrastructures préscolaires dans le village d'Akababzei, cellule d'Ayabaraya, dans le cadre de leur formation pratique. Ces étudiants affirment être fiers d'avoir choisi le Rwanda comme lieu de stage, soulignant l'importance de cette expérience à la fois professionnelle et humaine. J'étais très heureuse d'arriver. Ce qui m'a fait très chaud au cœur, c'est l'accueil des habitants et surtout des enfants qu'on vient aider. C'est un très beau pays où j'avais hâte d'arriver parce que ça faisait 1 an qu'on discutait avec l'ONG et d'être ici, de voir la culture, les paysages, et ça a donné beaucoup de sens pour tout cela. Et c'est aussi un projet qui est personnellement très enrichissant. Donc il y a le côté professionnel, la gestion de chantier, etc. Mais là on est 61, on est tous ensemble. Donc au niveau personnel, organisation et partage avec la découverte de nouvelles cultures, ça a été super enrichissant sur tout cela. J'ai été très agréablement surpris parce que en venant travailler chaque jour, il y avait encore plus de gens. Encore plus d'enfants qui venaient, encore plus de gens du village, des anciens, des parents qui venaient nous voir, qui demandaient à travailler avec nous. Et nous, aujourd'hui, on est hyper fiers d'avoir travaillé en collaboration avec les Rwandais pour pouvoir offrir ce chantier-là. Et vraiment très agréablement surpris.
Le directeur de cette école d'architecture en France, Benoît Ducassou, qui dirige cette équipe, également responsable du département chargé d'accompagner les étudiants dans leur stage professionnel, a affirmé que cette initiative renforce les bonnes relations et la coopération entre les deux pays. Cette année, on s'est retrouvé au Rwanda parce que l'association, l'ONG OVC Rwanda a pris contact avec nous pour exprimer le besoin de construire une crèche, une maternelle ici à Kababiayi. Ouais, on a été bien accompagnés par les locaux avec qui on collabore. Donc il y a ingénieur Claude qui est tous les jours sur chantier ou presque, avec qui on travaille parfaitement. Il y a également beaucoup de personnes de la société civile, on va dire, qui travaillent avec nous. On a beaucoup d'ouvriers au quotidien sur le chantier. Il y a la spécificité des Umuganda au Rwanda. Donc on a eu la chance d'avoir l'Umuganda de février et de mars qui ont pu attirer beaucoup de personnes du village, etc. Donc ça a été des très bonnes choses. Ce groupe d'étudiants français mène ce type d'activité depuis plus de 20 ans dans différents pays à travers le monde. Au Rwanda, ils ont déjà passé 2 mois à construire cette école composée de 6 salles de classe, d'un bâtiment administratif destiné au personnel ainsi que de blocs sanitaires. L'ensemble de ces travaux sera achevé pour un coût total estimé à 300 millions de francs rwandais, entièrement financé par les étudiants eux-mêmes qui ont également pris en charge l'achat des matériaux de construction. La suite de cette édition, au cours d'une interview exclusive avec le magazine Jeune Afrique, le président Paul Kagame a déclaré que le Rwanda ne tolérera rien qui puisse menacer sa sécurité. C'est pour cette raison que le pays ne peut pas lever ses mesures de défense le long de la frontière avec la République démocratique du Congo, tant que la question du groupe FDLR présent dans l'est de ce pays n'est pas résolue. Dans cet entretien, le journaliste François Soudan a interrogé le président Kagame sur la possibilité de retirer ces dispositifs de sécurité à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Le président Paul Kagame a expliqué que cela n'était pas envisageable tant que des menaces à la sécurité du Rwanda persistent. Les sanctions et autres formes constituent en réalité une insulte envers le Rwanda. C'est comme dire que le Rwanda n'a rien fait d'autre que de se protéger afin de s'assurer qu'aucune menace contre sa sécurité ne traverse ses frontières, quelle qu'en soit l'origine, en particulier depuis l'est de la RDC. C'est comme blâmer la victime tout en félicitant son agresseur. Ainsi, la chose la plus facile à faire ici est de blâmer le Rwanda, de lui imposer des sanctions et d'autres mesures. C'est ce qu'ils font parce que c'est plus simple. Le fils de Habyarimana n'est pas un simple individu. Tshisekedi ou le Congo tentent de l'utiliser pour rassembler des idées et des soutiens en faveur des FDLR. En France, ils sont nombreux. Ce n'est pas seulement Jean-Luc qui y réside. Tout cela forme un réseau de dirigeants ou de soutien des FDLR. Et lorsqu'il y a en plus une coopération avec le président de la RDC, comment peut-on minimiser cela et dire que ce n'est rien, alors que nous affirmons qu'il existe une collaboration et une coordination entre les FDLR et les forces armées congolaises sur le terrain? Actuellement, même en période de tension comme cela a été mentionné, la zone contrôlée par le M23 ne constitue pas une menace directe pour nous. D'une certaine manière, cela ne nous affecte pas directement. Mais nous savons que ce n'est pas là que tout s'arrête. Il y a encore beaucoup à faire dans l'est du Congo et même dans tout le pays. Est-il acceptable que la RDC ne soit pas une source d'insécurité pour ses voisins, en particulier pour nous? Cela est essentiel à savoir. Nous ne voulons pas que quiconque compromette la sécurité de notre pays. Nous devons le dire clairement, nous protégeons nos frontières par tous les moyens. Notre présence là-bas ne dépend pas de l'Union européenne, même si celle-ci apportait une partie du financement. Oui, 20 millions, alors que nous dépensons 4 à 5 fois plus pour maintenir plus de 5000 soldats, en plus des policiers, afin qu'ils puissent accomplir leur mission. D'ailleurs, nous n'avons jamais demandé ces 20 millions avant d'aller aider le Mozambique. Quant à l'Union européenne, je ne sais pas comment elle a pu être induite en erreur au point de croire qu'elle nous donnait cet argent pour notre propre bénéfice. Non, il s'agit plutôt d'aider le Mozambique que nous soutenons actuellement.
Et puis, le ministère de la Santé appelle la population à renforcer les mesures de prévention contre le paludisme et invite toute personne présentant des symptômes à consulter rapidement un centre de santé. Jean-Benoît Michel, reportage. Certains habitants affirment poursuivre leurs efforts pour se protéger contre cette maladie et saluent les initiatives du gouvernement, notamment les campagnes de pulvérisation de l'insecticide dans les ménages. Nous devons couper des broussailles autour de nos habitations, lutter contre les eaux stagnantes et collaborer avec les agents chargés de pulvériser les produits contre le paludisme. Les districts de la ville de Kigali figurent parmi les zones les plus touchées par le paludisme. Le ministre de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana, en explique les principales causes. À Kigali, plus de 25 secteurs sont touchés, concernant près de 80% des cas enregistrés dans certaines zones du pays, notamment à Kicukiro, Gasabo, Nyarugenge, mais aussi dans les districts comme Gisagara, Bugesera, Nyagatare et Rusizi. Cette situation s'explique en partie par une résistance aux médicaments et aux insecticides, ainsi que par l'adaptation des moustiques, notamment leur capacité à piquer des erreurs variées. Selon les données du Centre biomédical du Rwanda, environ 170 000 des cas de paludisme ont été enregistrés en octobre 2025, contre 163 000 en février 2026. Le nombre de cas a diminué pour atteindre 58 000 à l'échelle nationale. Et puis, rendons-nous à présent au Parlement. L'analyse réalisée par la Commission de la gouvernance et des droits de la personne du Sénat sur le rapport d'activité de l'Office rwandais de la gouvernance, RGB, a révélé qu'il est nécessaire de renforcer les efforts pour réduire le taux de retard de croissance chez les enfants, augmenter le nombre de crèches à domicile, ramener à l'école plus de 5% d'enfants qui l'ont abandonné. Les détails avec Michel Adokounte. Cette commission a examiné le rapport d'activité de RGB pour l'exercice 2024-2025 ainsi que le plan d'action pour 2025-2026. L'objectif était d'évaluer la contribution des actions de RGB à la mise en œuvre des programmes et politiques du gouvernement, d'analyser leur rôle dans le respect des principes fondamentaux prévus par la Constitution de la République du Rwanda et de formuler des recommandations et décisions pour résoudre les problèmes identifiés. Les problèmes liés à la qualité des services fournis par les entités administratives décentralisées proches des citoyens figurent parmi les points soulevés dans cette analyse, comme l'a indiqué le sénateur Alfred Gassana, président de cette commission devant l'Assemblée plénière du Sénat. Les sénateurs ont salué les recherches menées par RGB auprès des citoyens qui permettent à ces derniers d'exprimer ce qui fonctionne bien et ce qui pose problème dans la gouvernance du pays. Toutefois, les sénatrices Umuhire Adri et Mweshiamwano Marie-Rose ont estimé que certaines autorités locales ne remplissent pas correctement leur mission et doivent se remettre en question. La commission a également analysé divers rapports et indices internationaux concernant le Rwanda et a constaté que le pays a enregistré des reculs dans certains domaines. L'Assemblée plénière du Sénat a adopté à la majorité les conclusions de cette analyse réalisée par la Commission de la gouvernance et des droits de la personne. Elle a formulé des recommandations, notamment à l'intention du secteur de l'éducation, pour réduire le ratio élèves-enseignants, encore élevé dans les écoles maternelles, renforcer les compétences des enseignants en langue anglaise, augmenter les équipements dans les écoles secondaires et les établissements d'enseignement technique et professionnel, entre autres. C'est donc avec cet élément que nous allons refermer complètement cette grande édition du journal à la langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Pascal, en notre compagnie.